J'ai dépensé 9300 € pour que ma famille assiste au 5e anniversaire de ma fille, mais ils ont préféré un week-end au spa. J'ai alors posté les restes de la fête avec une photo de ma fille déçue. Mon père a appelé en pleurant, mais ma décision était déjà prise. Je m'appelle Julien. J'ai 34 ans. J'habite juste à côté de Lyon. Et pendant la majeure partie de ma vie d'adulte, je me suis plié en 4 pour essayer de maintenir ma famille unie, bien que je sois le seul à avoir jamais vraiment fait des efforts. Je suis marié à Chloé, l'amour de ma vie depuis l'université, et nous avons une fille, Margot, qui vient de fêter ses 5 ans. C'est le genre d'enfant qui fait sourire les inconnus au supermarché sans raison. Elle porte des robes de princesse au parc, insiste pour que son ours en peluche soit attaché en voiture, et m'a récemment demandé si les licornes votaient aux élections. Elle est de la joie pure sous forme humaine. Alors, quand est venu le temps de célébrer son 5e anniversaire, sa première vraie fête avec ses amis de l'école maternelle, j'ai décidé de faire les choses en grand. Non pas par vanité ou pour frimer, mais parce que je voulais qu'elle ressente à quel point elle est aimée. Et parce qu'au fond de moi, j'espérais que ma famille se déplacerait et lui prouverait ce que j'avais passé des années à essayer de me convaincre, qu'il tenait à nous. Je viens de ce que certains appelleraient une famille passivement cruelle. Vous connaissez le genre. Des plaisanteries passives-agressives présentées comme de l'humour. L'affection rationnée comme une denrée de temps de guerre, et toute manifestation de vulnérabilité émotionnelle rejetée comme étant de la comédie. Mes parents, en particulier mon père, n'étaient pas ouvertement maltraitants, mais la chaleur n'était pas leur fort. Je ne me souviens pas d'une seule fois où il m'a dit qu'il était pro de moi pendant ma croissance. Même lorsque j'ai été admis dans une grande école ou que j'ai décroché mon premier vrai emploi. Ma maman jouait les pacificatrices, ce qui signifiait en réalité qu'elle évitait les conflits jusqu'à ce qu'ils pourrissent de l'intérieur. Et puis il y a ma sœur, Camille, de 2 ans ma cadette, et éternellement convaincue que le monde lui devait quelque chose pour le simple fait d'exister. Elle a toujours nourri ce ressentiment silencieux à mon égard, comme si ma stabilité l'offensait. J'ai longtemps pensé que c'était dans ma tête. Puis elle a commencé à faire des choses comme oublier de m'inviter à sa baby shower tout en m'identifiant sur sa liste de naissance. Malgré tout cela, j'ai continué à essayer. Je les ai invités à chaque fête, j'ai fait des voyages pour leur rendre visite avec Margot, j'ai envoyé les cadeaux d'anniversaire à temps, j'ai même payé des vacances en famille une fois après que mes parents eurent déclaré qu'ils ne pouvaient pas se le permettre cette année-là. Ce voyage s'est terminé par mon père se plaignant que le gîte que j'avais réservé n'avait pas de jacuzzi et Camille râlant que l'heure du coucher de Margot rendait les soirées ennuyeuses. Mais j'ai fermé les yeux. Je le faisais toujours parce que je croyais bêtement qu'un jour il verrait l'effort et ferait enfin de même. Alors, pour le 5e anniversaire de Margot, je me suis dit que cette fois-ci serait peut-être différente. Nous avons loué un domaine près des Alpes avec un immense jardin, un château gonflable, des promenades à poney et un pâtissier qui a réalisé un gâteau personnalisé si beau qu'on aurait dit une image de synthèse. J'ai payé le voyage à mes parents et à la famille de Camille depuis la région parisienne, j'ai couvert les billets de train, l'hôtel, la voiture de location. J'ai même fait en sorte qu'ils arrivent quelques jours plus tôt pour qu'ils puissent passer du temps de qualité avec Margot. Cela m'a coûté un peu plus de 9300 €. Non pas que je comptais les centimes. Enfin, peut-être un peu. Ce n'était pas une question d'argent. Il s'agissait d'offrir à ma fille un anniversaire mémorable et de donner à ma famille une énième chance d'être présente. 2 semaines avant la fête, j'ai envoyé l'itinéraire final dans notre groupe de discussion familiale. Les détails du train, les réservations d'hôtel, le programme de la fête, le tout codé par couleur et agrémenté d'émojis. Camille a lu le message sans répondre. Ma mère a répondu par un pouce levé. Mon père n'a rien dit. Classique. La semaine de la fête, les choses sont devenues bizarres. Le lundi, Camille m'a envoyé un SMS, « Salut, il y a une petite chance qu'on doive reporter. On te tient au courant. » Aucune explication. J'ai demandé si tout allait bien. Pas de réponse. Le mardi est passé. J'ai relancé. Toujours rien. Le mercredi soir, à 3 jours de la fête, j'ai enfin reçu une réponse, « En fait, on va devoir annuler pour ce week-end. On a un contretemps. Désolé. » C'était tout. Pas de coup de téléphone, pas d'explication, juste un contretemps. J'ai fixé mon téléphone comme s'il m'avait insulté personnellement. J'ai appelé ma mère. Pas de réponse. J'ai rappelé,
je suis tombé directement sur sa messagerie. J'ai essayé Camille. Elle a décroché, l'air distraite. Salut, je suis juste en train d'entrer pour un massage. Je peux te rappeler plus tard? Un massage, ai-je répété, abasourdi. Tu manques l'anniversaire de ta nièce pour une journée au spa. Il y a eu un silence. Puis elle a soupiré comme si c'était moi qui n'étais pas raisonnable. Julien, ce n'est pas si grave. C'est une fête d'enfant. Elle a 5 ans. Elle ne s'en souviendra même pas. Je n'ai rien dit pendant quelques secondes. Je sentais mes mains trembler, mais j'ai gardé une voix calme. Elle s'en souviendra. Elle se souvient de tout. Camille a ri. Elle a vraiment ri. Tu es dramatique. On fera quelque chose pour elle la prochaine fois qu'on se verra. Peut-être vers Noël. Détends-toi. Avant que je ne puisse répondre, elle a dit, je dois y aller. Et elle a raccroché. Je suis resté longtemps dans la cuisine après cela, à regarder les décorations d'anniversaire de Margot empilées près de la porte, les couronnes en papier, les sachets surprises avec des autocollants personnalisés indiquant « Le 5e anniversaire magique de la princesse Margot ». Les t-shirts assortis que j'avais fait faire pour tous les enfants. Elle comptait les jours depuis des semaines. Chaque matin, elle me demandait combien de dodo il restait avant la fête. Et maintenant, ses grands-parents et sa tante, des gens qu'elle adorait, manquaient l'événement pour un week-end au spa. J'en ai parlé à Chloé, et elle était furieuse de cette façon calme et contrôlée qui me fait plus peur que les cris. Ils font toujours ça, a-t-elle dit. Toujours. Et toi, tu continues à leur donner des chances. Elle avait raison. Je savais qu'elle avait raison. Mais cette fois-ci, c'était différent. Peut-être était-ce la façon dont Camille avait balayé l'affaire comme si les sentiments de Margot n'avaient pas d'importance. Ou peut-être était-ce simplement que j'étais fatigué. Fatigué d'être le seul à m'en soucier. Fatigué de protéger Margot de la vérité. Alors, je n'ai pas rappelé. Je n'ai pas supplié. Je ne me suis pas disputé. Mais j'ai pris une décision. Une décision très calme, très délibérée. Et j'ai commencé par les sachets surprises restants. Le lendemain de la fête qui a été magnifique, d'ailleurs, même sans eux, j'ai emballé l'un des sachets cadeaux, un diadème scintillant, une baguette magique rose, une petite licorne en peluche et un exemplaire de la photo de groupe que nous avions prise sous l'arche de ballon. En plein milieu, on voyait Margot rayonnante dans sa robe de princesse, tenant un panneau qui disait « Où sont papy et mamie ?» Je l'ai imprimé, encadré et envoyé par la poste sans aucun mot, sans aucune explication, juste la photo et les cotillons qu'ils avaient manqués. 2 jours plus tard, mon téléphone a sonné. Mon père. J'ai laissé sonner. Puis il a rappelé, encore et encore. Finalement, j'ai décroché. Il pleurait. Mais à ce moment-là, j'avais déjà commencé à mettre en œuvre le reste de mon plan. Et ce que j'ai fait ensuite est quelque chose qu'ils regretteront pendant très, très longtemps. J'aimerais pouvoir dire que je me suis senti soulagé d'entendre mon père pleurer au téléphone, que cela m'a rempli de satisfaction ou m'a apporté un sentiment de conclusion. Mais en vérité, cela sonnait creux, comme si quelqu'un avait enfin brisé un verre qui se fissurait depuis des années. On se prépare au choc, puis il se produit, et il ne reste plus que le silence. Mon père, cet homme habituellement stoïque et insensible, bégayait des mots comme « erreur » et « on n'a pas réfléchi ». Il a dit qu'ils avaient planifié ce week-end de spa depuis des mois, qu'ils ne s'étaient pas rendu compte de l'importance que cela avait pour Margot. Il n'arrêtait pas de répéter qu'il pensait se rattraper plus tard. Se rattraper. Je n'ai pas crié. Je n'ai même pas répondu au début. J'ai juste écouté pendant qu'ils bafouillaient des excuses maladroites et essayaient de transformer leur absence en un conflit d'agenda, comme si l'anniversaire d'une enfant de 5 ans était négociable. Il a même eu l'audace de dire « on s'est dit qu'elle serait trop occupée à s'amuser pour le remarquer ». C'est là que quelque chose s'est brisé en moi. Trop occupée, ai-je répété lentement. Vous pensez qu'elle ne l'a pas remarqué? Elle vous a réclamé. Elle avait préparé des cartes pour vous et pour Camille. Elle avait mis de côté un cupcake pour chacun de vous et m'a fait promettre de les garder. Il y a eu un silence. Puis il a soupiré, comme si le poids de la situation finissait par lui apparaître, mais c'était trop tard. J'avais passé des années à essayer de leur trouver des excuses, à essayer de traduire leur apathie en quelque chose de plus doux, de plus pardonnable. Mais ce n'était pas une zone d'ombre.
Ce n'était pas ambigu. Ils avaient choisi un soin du visage plutôt que leur famille. Des pierres chaudes plutôt qu'un chocolat chaud avec leur petite fille. Je ne pense pas pouvoir continuer ainsi, ai-je fini par dire. Continuer quoi, a-t-il demandé, d'une voix désormais basse. Être le seul à essayer. Il n'a pas répondu. J'ai raccroché. Il n'a pas rappelé. Après cet appel, tout a semblé différent. Pas seulement émotionnellement, mais physiquement. Comme si l'air avait changé. Comme si je pouvais enfin voir les choses clairement pour la première fois de ma vie. Je me suis rendu compte de l'espace que ma famille occupait dans ma tête. De toute l'énergie que je dépensais à gérer leurs émotions tout en ignorant les miennes. Et il ne s'agissait plus seulement de moi. Il blessait Margot. Elle était trop jeune pour comprendre la dynamique familiale, mais assez grande pour en ressentir les effets. Et je refusais qu'elle grandisse en pensant que l'amour était conditionnel. Pourtant, je n'ai pas tout fait exploser immédiatement. Je ne suis pas impulsif. Je suis quelqu'un qui planifie. C'est probablement ce qui a rendu mon action ultérieure si dévastatrice. Ce n'était pas de la rage. Ce n'était même pas de la vengeance, du moins pas au début. C'était de la clarté. Mais avant d'en arriver là, ils ont franchi une dernière limite. Une ultime trahison qui a scellé ma décision. Cela s'est produit environ une semaine après la fête. Chloé et moi venions de coucher Margot. Elle parlait encore de son anniversaire comme s'il s'agissait d'un mariage princier. Je faisais défiler les messages sur mon téléphone tout en regardant d'un œil distrait une rediffusion de 10% lorsque mon écran s'est allumé avec un SMS groupé. Le même groupe que j'avais utilisé pour planifier l'anniversaire. Camille, bon, on fait le repas de Noël chez nous cette année. Ouais. Est-ce que tout le monde peut participer pour le traiteur? J'ai fixé l'écran pendant 10 bonnes secondes. Pas de « bonjour ». Aucune référence à la fête qu'ils avaient manquée. Juste l'attente naturelle que nous venions tous chez elle et payions pour la nourriture comme si de rien n'était. Avant que je ne puisse répondre, ma mère est intervenue, ça marche pour nous. On peut arriver le mercredi soir. Julien, tu peux à nouveau t'occuper de nos billets de train? Je t'envoie les infos. Payer leurs billets de train à nouveau, après qu'ils eurent snobé l'anniversaire de Margot sans même lui envoyer une carte. Puis Camille a repris, et peut-être qu'on pourrait combiner ça avec le départ à la retraite de papa pour économiser un peu. Qu'en pensez-vous? Mon estomac s'est noué. Ce n'était même pas une question d'argent. C'était l'assurance. L'audace pure d'agir comme s'il ne s'était rien passé. Comme si leur absence n'avait pas brisé le cœur de ma fille. Comme si j'étais toujours le portefeuille et l'organisateur de la famille. Un punching ball émotionnel. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'avais besoin de me calmer, de réfléchir. Chloé est revenue de la salle de bain et m'a trouvé assis sur le bord du lit, fixant toujours mon téléphone. Qu'est-ce qu'il y a encore, a-t-elle demandé, connaissant déjà la réponse. Je lui ai tendu le téléphone. Elle a lu les messages, le visage d'abord neutre, puis se décomposant lentement sous l'effet de l'incrédulité. Ils n'ont même pas fait allusion au fait d'avoir manqué sa fête, a-t-elle murmuré. Non. Et maintenant, ils veulent que tu paies pour Noël. J'ai hoché la tête. Et combiner ça avec la retraite de papa. Tu sais, juste pour réduire les coûts. Chloé m'a regardé avec un mélange de sympathie et de frustration. Julien, chéri, c'est ce qu'ils font. Tu le sais, n'est-ce pas? Ils prennent, puis ils te font passer pour le fou dès que tu poses une limite. Je sais, ai-je dit doucement, mais je crois que j'ai fini, là. Ce n'était pas une déclaration dramatique, juste une prise de conscience tranquille et sereine. Comme lorsqu'on admet enfin que le lait a tourné, on n'a pas besoin d'un deuxième avis. On le sent, on le goûte. On se contente de le jeter. J'ai donc rédigé une réponse. Courte, polie, définitive. Je ne viendrai pas pour Noël. Nous ferons nos propres projets cette année. J'espère que tout se passera bien pour vous. Le groupe de discussion est resté totalement silencieux pendant environ 10 minutes. Puis il s'est enflammé. Ma mère, attends, quoi? Julien? Camille, tu plaisantes, j'espère? Tu viens toujours. Mon père, c'est à cause de l'anniversaire? Julien, s'il te plaît. Ne sois pas comme ça.
Je n'ai pas répondu. Chloé me regardait comme si je venais de sortir d'une cage. Puis le ton des SMS a changé. Camille, super. Alors maintenant, tu punis toute la famille pour un seul week-end. Ma mère, tu sais à quel point Camille est sensible ces derniers temps. Tu n'étais pas obligé de créer un drame avec cette photo. Mon père, Julien, tu vas trop loin. Ce n'était qu'un anniversaire d'enfant. J'aurais dû m'y attendre. La culpabilisation classique. Retourner la faute contre moi. Me faire passer pour celui qui n'est pas raisonnable. Je n'ai pas mordu à l'hameçon. Au lieu de cela, je me suis connecté à notre album Google Photos partagées. Celui que je gérais depuis des années. Celui qui contenait chaque voyage en famille, chaque fête, chaque grand moment. J'ai supprimé mon accès et retiré mes publications. Non pas par dépit, mais par respect pour moi-même. J'ai tout sauvegardé sur mon disque dur personnel, j'ai tout verrouillé et j'ai créé un nouvel album. Celui-ci uniquement pour Margot, uniquement pour nous. Mais le véritable point de rupture est survenu le week-end suivant. C'était un samedi après-midi. J'emmenais Margot dans une cueillette de citrouilles à la ferme quand mon téléphone a de nouveau vibré. Cette fois, c'était une notification Facebook. Ma mère m'avait identifié sur une photo. C'était une photo d'elle et de Camille au spa. La légende, le meilleur des week-ends avec mes filles. Prendre soin de soi est le meilleur des soins. La famille d'abord. La famille d'abord. J'ai garé la voiture sur le côté. Chloé était sur le siège passager en train de jouer avec Margot, mais elle a immédiatement remarqué mon expression. Qu'est-ce qui se passe? Je lui ai montré la photo. Elle l'a fixée, clignant lentement des yeux. Puis elle m'a rendu le téléphone. Tu es prêt? A-t-elle demandé doucement. Oui, ai-je dit. Je pense que je le suis. Et c'est là que j'ai passé l'appel. Non pas à mes parents, non pas à Camille, mais à notre avocat. Nous avions un projet en suspens depuis un moment. Un fonds fiduciaire que le grand-père de Chloé avait mis en place pour Margot. Ce n'était pas une fortune, mais c'était solide. Et une partie de la raison pour laquelle j'avais fait venir ma famille, organisé cette fête et fait tous ces efforts, était que j'avais prévu de les inclure dans son avenir. Ils étaient désignés comme tuteurs de secours dans notre testament. Ils avaient été désignés comme administrateurs au cas où quelque chose nous arriverait, à Chloé et à moi. Mais c'était fini. J'ai dit à l'avocat de les retirer tous, avec effet immédiat. Nous avons nommé nos amis proches, Alice et Damien, à leur place. Des personnes qui avaient été réellement présentes pour Margot, qui l'appelaient juste pour lui dire bonjour, qui lui apportaient des puzzles et s'asseyaient par terre pour jouer à la dinette de princesse sans montrer le moindre signe d'ennui. Après avoir raccroché, j'ai regardé Chloé. Il ne mérite rien de tout cela, ai-je dit. Non, a-t-elle acquiescé. Ils ne l'ont jamais mérité. Les répercussions ne sont pas apparues immédiatement, mais elles sont venues. Et quand elles se sont manifestées, c'était plus laid et plus révélateur que tout ce que j'aurais pu imaginer. Il y a quelque chose de déstabilisant dans le fait de couper les ponts avec sa famille. Même quand on sait que c'est la bonne décision, on s'attend à une rupture nette, mais ce que l'on obtient, c'est du silence, puis des échos, puis des répliques. La première semaine après avoir effectué les changements chez l'avocat, après avoir officiellement retiré mes parents et ma sœur de tout ce qui touchait à l'avenir de Margot, j'attendais qu'une bombe explose, que le téléphone sonne. Ou que quelqu'un se présente à ma porte pour exiger des explications. Mais au lieu de cela, rien. Un silence radio complet, ce qui, honnêtement, était pire, car lorsque quelqu'un crie, on peut répondre. On peut argumenter, se défendre ou s'en aller. Mais quand ils se taisent, cela laisse de la place au doute. Peut-être que j'ai surréagi. Peut-être que j'aurais dû donner plus d'explications. Peut-être qu'il était encore temps d'arranger les choses. Mais chaque fois que je commençais à m'engager dans cette spirale, Margot disait quelque chose qui m'en sortait. Comme lorsqu'elle demandait « Papa, est-ce que mamie a aimé mon dessin de licorne ?» ou lorsqu'elle voulait appeler Tata Camille en visio pour lui montrer une danse qu'elle avait inventée. Et à chaque fois, je devais marquer un temps d'arrêt, ravaler la boule dans ma gorge et trouver un moyen de détourner son attention, car la vérité, c'est qu'elle se souvenait de tout. La semaine après Halloween, j'ai aidé Margot à choisir des photos pour son collage sur le thème de la famille à l'école maternelle. Elle avait tout un tas de photos imprimées à trier,
et je la regardais les manipuler avec le sérieux d'un conservateur de musée. Elle a choisi une photo de Chloé et moi au zoo, une de notre chien portant des lunettes de soleil. Puis elle s'est arrêtée sur une photo d'elle en train de souffler ses bougies d'anniversaire. Son visage s'est illuminé de joie. Elle l'a regardé pendant un long moment. Puis elle a chuchoté, « Mais où était mamie ?» Je me suis figé. Elle ne posait pas cette question pour culpabiliser qui que ce soit. Elle la posait parce qu'elle ne comprenait sincèrement pas. Dans son monde, la famille est là. C'est la règle. Et quand ils ne sont pas là, ce n'est pas seulement déroutant, c'est effrayant. Je me suis accroupi près d'elle, essayant de garder une voix stable. Ma puce, parfois les gens disent qu'ils vont venir et puis ils ne viennent pas, mais ce n'est pas à cause de toi. Ce n'est jamais à cause de toi. Elle n'a pas répondu. Elle a juste regardé la photo une seconde de plus, puis l'a remise tranquillement dans la boîte. Ce soir-là, une fois qu'elle s'est endormie, je suis sorti sur la terrasse avec une bière et je suis resté assis là, à regarder le vide. Chloé elle est sortie quelques minutes plus tard, enveloppée dans un plaid. Elle n'a rien dit au début, m'a juste tendu une deuxième bière et s'est appuyée contre mon épaule. Ce que je regrette, c'est l'image de ce que je pensais que nous étions, ai-je fini par dire. Pas ce que nous étions réellement, mais la version en laquelle j'ai tant essayé de croire. Chloé a hoché la tête. Je pense que c'est le plus difficile. Faire le deuil de la version 2 que nous avions créée dans notre tête. Et elle avait raison. C'est à cela que ressemble le deuil quand il ne s'agit pas d'une mort. C'est silencieux, complexe, persistant. Au cours des semaines suivantes, le silence de ma famille a persisté. Pas de SMS, pas d'appel, pas même un email passif-agressif. Le groupe de discussion est resté inactif. Ils n'ont même pas envoyé de carte pour Margot à Noël. Mais voici le plus important, après un certain temps, j'ai arrêté d'attendre. J'ai commencé à me réveiller avec plus d'énergie. Je me surprenais à rire de petites choses, comme les histoires abracadabrantes de Margot avant de s'endormir ou Chloé qui dansait dans la cuisine en préparant le dîner. J'ai accepté quelques projets supplémentaires en freelance au travail et je me suis senti vraiment enthousiaste à leur sujet. J'ai recommencé à aller au sport, non pas pour me punir ou pour évacuer, mais simplement parce que cela me faisait du bien. Puis, quelque chose de surprenant est arrivé. Environ 3 semaines après Noël, j'ai reçu un message d'un type à qui je n'avais pas parlé depuis l'université. Marc, il travaillait pour une entreprise technologique régionale et était tombé sur un article de blog que j'avais écrit sur le design UX. Je ne savais pas que tu étais toujours dans le milieu, écrivait-il. Nous avons un poste de responsable qui se libère. J'aimerais beaucoup qu'on en discute si tu es disponible. J'ai fixé le message pendant 5 minutes entières. J'avais stagné dans mon emploi actuel pendant des années. Un salaire correct, mais aucune réelle évolution. Je me disais que cela me suffisait parce que je ne voulais pas perturber mon équilibre. En fait, je réalisais que la seule raison pour laquelle j'étais resté était que j'étais trop épuisé émotionnellement pour rêver plus grand. J'ai répondu. Nous avons programmé un entretien en visioconférence. 2 entretiens plus tard, j'ai obtenu une offre avec un salaire supérieur de 20% à mon salaire actuel, avec une perspective d'évolution vers un poste de direction. Entièrement en télétravail avec une flexibilité totale. Chloé a pleuré quand je le lui ai dit. Je crois que j'ai pleuré aussi. Je suis fier de toi, a-t-elle chuchoté. Et pour une fois, je l'ai cru. J'étais fier de moi, moi aussi. Ce nouvel emploi a apporté plus de structure dans ma vie. Mais plus encore, il m'a donné un but. J'accompagnais de jeunes designers, je dirigeais des projets, j'aidais à définir la stratégie d'expérience utilisateur de l'entreprise. J'étais stimulé, valorisé, écouté, et ce sentiment de dynamique positive a commencé à déborder sur le reste de ma vie. Chloé et moi avons recommencé à planifier des soirées en amoureux. Nous nous réservions une soirée par semaine rien que pour nous, même si c'était juste pour manger une pizza et regarder un documentaire après le coucher de Margot. Nous avons recommencé à rêver, à parler de déménager dans un endroit avec un plus grand jardin, de lancer cette boutique en ligne d'artisanat dont Chloé avait toujours rêvé, d'emmener Margot à Disneyland Paris l'été suivant. Nous ne faisions plus seulement survivre. Nous vivions. Et quant à Margot, elle s'est épanouie. Ses enseignantes nous ont dit qu'elle était plus confiante, plus bavarde. Elle a commencé à dessiner de petites cartes de remerciements pour ses amis à l'école.
Elle en a écrit une pour Chloé qui disait « Merci pour les câlins et les crêpes ». Elle en a écrit une pour moi qui disait « Merci d'être le meilleur des papas ». J'ai gardé celle-là dans mon portefeuille. Bien sûr, tout n'était pas parfait. Les fêtes ont été difficiles. Nous avons passé le matin de Noël juste tous les trois à ouvrir des cadeaux près de la cheminée alors que la neige tombait doucement dehors. Cela aurait dû être idyllique, et cela l'était à bien des égards. Mais il y avait aussi un vide. Un membre fantôme là où la famille se trouvait autrefois. Je me surprenais à me demander si ma mère enverrait un jour un cadeau, si les enfants de Camille prenaient des nouvelles de Margot, si mon père me manquait du tout, mais je n'ai pas laissé la tristesse s'installer. Je l'ai reconnu, puis je l'ai laissé passer. Comme un changement de météo. Puis est venu le réveillon du Nouvel An. Nous organisions une petite réunion avec quelques amis proches. Alice et Damien sont passés, ainsi que quelques voisins. Margot est restée debout bien trop tard à manger du popcorn et à crier « Bonne année !» À 21h42. Nous étions en train de faire un jeu de mime quand mon téléphone a vibré. Un nouvel email. Objet, concernant le fonds fiduciaire. Je l'ai ouvert. Il provenait de ma mère. Le ton était formel, froid, pas du tout à son image. Elle écrivait qu'elle avait pris connaissance de changements récents concernant le fonds fiduciaire de Margot et qu'elle souhaitait en comprendre les raisons, notamment concernant son retrait en tant qu'administratrice. Elle affirmait qu'elle et mon père avaient toujours eu l'intérêt de Margot à cœur et que cette situation soulevait de graves inquiétudes. Elle terminait l'email en disant « Nous espérons qu'il s'agit d'un malentendu. Merci de nous tenir informés. » J'ai fixé l'écran, mon rythme cardiaque s'accélérant. Je ne leur avais rien dit. Je n'avais pas l'intention de leur dire. J'estimais que c'était mon affaire, celle de Margot, pas la leur. Mais visiblement, quelqu'un les avait mis au courant. Et au fond de moi, je savais qui c'était. Camille. C'était la seule de la famille assez futée pour aller fouiller. La seule qui aurait pu le découvrir par le biais d'un contact commun ou de papiers restant d'avant notre verrouillage. Et le timing n'était pas un hasard. Ils ne s'étaient pas manifestés lorsqu'ils avaient manqué l'anniversaire. Ni quand j'avais décliné l'invitation de Noël, ni même pour la nouvelle année, mais dès que l'argent ou le contrôle était retiré de l'équation, soudainement, ils s'inquiétaient. Je n'ai pas répondu ce soir-là. Je me suis servi un verre, j'ai rejoint Chloé et nos amis sur la terrasse, et j'ai accueilli la nouvelle année avec un cœur apaisé et serein. Le lendemain matin, je me suis assis et j'ai rédigé une réponse. Non pas pour m'expliquer, ni pour m'excuser, mais pour clarifier les choses de manière définitive. Car quelle que soit l'illusion à laquelle ils se raccrochaient encore qu'ils avaient droit à une place dans nos vies par simple lien biologique, elle était sur le point de voler en éclats. J'ai commencé l'email par « Chère maman », mais je l'ai effacé avant même d'avoir fini la première phrase. « Cher » semblait malhonnête. La formalité semblait inutile. J'ai fixé le curseur clignotant pendant un moment, pensant à toutes les chances que je leur avais données. Non seulement d'être dans la vie de Margot, mais simplement de se comporter comme des êtres humains décents. J'ai pensé à toutes les petites blessures au fil des ans que j'avais ignorées. Les fêtes de fin d'année où je payais pour tout le monde pour les voir ensuite se plaindre de la nourriture. Les anniversaires qu'ils oubliaient. Les annulations de dernière minute. La façon dont ils traitaient Chloé comme une figurante plutôt que comme ma partenaire. La fois où ils avaient apporté des cadeaux pour les enfants de Camille mais avaient tendu à Margot un cahier de coloriage acheté dans un magasin de bazar à bas prix, avant de plaisanter en disant qu'elle ne faisait pas la différence de toute façon. Non, ce ne serait pas une autre version polie et édulcorée de la vérité. Ils ne le méritaient pas. À la place, j'ai écrit, ce n'est pas un malentendu. Le fonds fiduciaire de Margot n'est plus votre problème. Votre retrait en tant qu'administrateur était délibéré et définitif. Les raisons devraient être évidentes, mais puisque vous avez pris le temps d'écrire, je vais vous accorder la politesse d'une explication claire. Vous avez choisi de ne pas venir pour le 5e anniversaire de votre petite fille, non pas en raison d'une urgence, d'une maladie ou d'une circonstance inévitable. Vous avez choisi un week-end au spa. Vous avez privilégié des massages plutôt qu'une petite fille qui a passé des semaines à faire des dessins pour vous, à s'entraîner à dire merci d'être venue avec sa voix de princesse, et qui a gardé un cupcake dans le réfrigérateur avec vos noms dessus. Ensuite, vous avez posté des photos tout sourire, verre de vin à la main, avec la légende La famille d'abord. Vous n'avez pas appelé, vous n'avez pas expliqué. Vous ne vous êtes pas excusé.
Après la fête, je vous ai envoyé une photo. Vous n'avez jamais répondu. Mais dès que j'ai choisi de couper légalement votre accès à l'avenir de Margot, vous avez soudainement retrouvé votre voie. Ce n'est pas une négociation. C'est une limite. Nous ne sommes plus à votre disposition pour votre convenance personnelle. J'ai signé de mon nom complet, sans formule affectueuse, et j'ai envoyé. Ce fut le clic le plus libérateur de ma vie. Je m'attendais presque à recevoir un appel dans l'heure, mais le silence qui a suivi a été total. Et puis, inévitablement, la tempête est arrivée. Pas de ma mère au début. Ni même de mon père, mais de Camille. Elle m'a appelé à 23h13 ce soir-là. J'ai regardé son nom s'afficher sur l'écran pendant un moment, me demandant s'il fallait répondre. Chloé était à côté de moi dans le lit en train de lire, mais quand elle a vu mon visage, elle a dit « Mets le haut-parleur ». J'ai décroché. La voix de Camille était monocorde et pleine de venin. « Alors c'est ça », a-t-elle dit. « Tu coupes les ponts avec tout le monde parce qu'on a manqué l'anniversaire d'une gamine. » Je n'ai pas répondu tout de suite. Je voulais qu'elle comble le silence. Tu as toujours été dramatique, Julien. Toujours à monter les choses en épingle. C'est toi qui me traites de dramatique, ai-je dit lentement. Après que tu as manqué l'anniversaire de ta nièce pour un spa et que tu as ensuite divulgué des informations sur son fonds fiduciaire. Il y a eu un silence. Je n'ai rien divulgué du tout. J'en ai parlé parce que maman était contrariée. Elle trouvait que tu étais injuste. Ce qui serait injuste, ce serait de laisser des personnes qui traitent ma fille comme un plan de secours avoir accès à son avenir, ai-je répondu. Vous avez eu votre chance. Vous avez tous eu votre chance. Il ne s'agit pas d'une seule fête. Il s'agit de tout ce qui s'est passé avant, et de tout ce qui s'est passé après. Camille a ricané. Tu te prends pour une sorte d'autorité morale maintenant? Tu t'es toujours cru supérieur à nous simplement parce que tu as une belle maison, une femme qui prépare le dîner et une gamine qui fait de la danse. Petite mise au point, Julien, la vraie vie, ce n'est pas un catalogue parfait. Chloé a haussé un sourcil et a murmuré silencieusement, incroyable. J'ai souri sombrement. La vraie vie, ai-je dit, c'est d'être présent. C'est d'être là quand ça compte. Ce n'est pas une question de légende Instagram et de forfait spa. La voix de Camille a tremblé un court instant. Tu vas le regretter. Non, ai-je dit. Vraiment pas. Et j'ai raccroché. Cette nuit-là, allongé dans mon lit, j'ai senti le poids changer de nouveau. Pas de la tristesse cette fois, mais de la certitude. Comme si je venais de quitter un ponton instable pour enfin fouler un sol solide sous mes pieds. Mais même avec cette clarté, un nouveau sentiment s'est installé. La colère. Pas une colère mesquine. Pas une colère de fantasme de vengeance. Quelque chose de plus profond. Le genre de colère qui vient du fait de réaliser à quel point on a été manipulé pendant si longtemps, à quel point on a joué le rôle du bon fils alors que tout le monde traitait nos efforts comme indus. Je ne voulais pas de vengeance pour moi. Je voulais de la reconnaissance pour Margot. Et c'est alors qu'une idée a commencé à germer, une façon de leur donner un aperçu, non pas de la souffrance, mais de l'absence. Cette même absence qu'ils avaient infligée à Margot. Mais cette fois, sur une scène qu'ils ne pourraient pas ignorer. J'ai commencé discrètement. Tout d'abord, je les ai retirés de mes réseaux sociaux. Pas seulement retirés de mes amis, mais bloqués. Plus de photos, plus de nouvelles, plus d'accès. Chloé a fait de même. Ensuite, nous avons créé un nouvel album de famille privée réservé à notre cercle le plus proche, Alice et Damien, la sœur de Chloé, quelques parrains de Margot, des personnes qui avaient mérité leur place autour de la table. Ensuite, j'ai mis à jour notre arbre généalogique sur le site de généalogie dont mon père était obsédé. J'ai configuré les profils de mes parents et de Camille en mode privé, ce qui signifiait que personne ne pouvait voir leur profil sans mon autorisation. Cela semblait mineur, mais ça ne l'était pas. Mon père traitait ce site comme un recueil d'histoires familiales, et j'en avais les droits d'administration. Mais la véritable préparation est venue avec le 6e anniversaire de Margot. Nous avons commencé à l'organiser dès le mois de janvier, juste après le Nouvel An. Chloé voulait que les choses restent simples après les événements de l'année précédente. Mais j'avais une autre idée, rien d'extravagant, mais quelque chose de délibéré, de personnel. Nous avons loué un chalet chaleureux au bord d'un lac, à environ 1 heure de la ville.
Rien de luxueux, juste un endroit paisible, en pleine nature, entouré de sapins et d'air pur. Nous avons invité un petit groupe, composé uniquement de personnes qui avaient été présentes de manière constante dans nos vies. Plus de chaises vides, plus d'invitations par culpabilité. Mais voici là où cela devient intéressant, Pauline, la cousine de Chloé, est photographe professionnelle. Elle a proposé d'immortaliser le week-end, photos prises sur le vif, portraits, séquences vidéo. Son idée était de réaliser un court montage que nous pourrions projeter à la fin de la fête. Une célébration de l'année écoulée pour Margot, ses moments forts à l'école, les instants en famille, les aventures, un album vivant. Et j'avais une demande très spécifique pour la fin de la vidéo. Je voulais inclure une courte séquence, un plan simple de Margot debout devant son gâteau d'anniversaire, se tournant vers la caméra et disant « Merci d'être venu à ma fête. Ça me fait tellement plaisir quand les gens sont là. » Sans y être poussé, sans mise en scène forcée, juste sincère. Réel. Pauline a accepté. Chloé a haussé les sourcils mais n'a rien dit. « Tu prépares quelque chose ?» a-t-elle dit plus tard dans la soirée. J'ai hoché la tête. Pas une guerre, juste un message. Parce que je savais pertinemment que quelqu'un dans la famille finirait par être curieux. Quelqu'un contacterait l'un de nos amis communs. Quelqu'un demanderait à voir la vidéo. Et quand il la verrait, il découvrirait exactement ce qu'ils avaient manqué. Pas seulement les ballons, le gâteau ou la vue sur le lac. Il verrait à quoi ressemble une vraie famille. Une famille qui se déplace, qui s'en souvient. J'ai fait une copie de sauvegarde de la vidéo. Une pour la boîte à souvenirs de Margot, une pour nous, et une pour un usage futur. Car il ne s'agissait pas seulement de couper les ponts. Il s'agissait de les remplacer. Non pas par des inconnus, mais par des personnes qui nous choisissaient encore et encore. Et pendant que mon ancienne famille s'enlisait dans le silence, l'amertume et le déni, nous construisions quelque chose de meilleur. Mais le dernier coup restait à venir. J'attendais simplement le bon moment. Cela s'est produit 6 semaines après le 6e anniversaire de Margot, presque un an jour pour jour après que tout eut commencé à s'effondrer. La fête avait été parfaite. La météo avait été de notre côté, le lac scintillait, le chalet rayonnait de rire, d'histoire et de cette chaleur humaine qu'on ne peut pas simuler. Margot était radieuse, confiante, joyeuse, entourée de gens qui l'aimaient sincèrement. Sa petite réplique, « Merci d'être venu », prononcée avec cette douceur sincère dont seuls les enfants sont capables, a touché en plein cœur chaque adulte présent dans la pièce. Nous avons projeté la vidéo à la fin de la soirée. Tout le monde avait les yeux un peu humides, applaudissant et serrant Margot dans leurs bras alors qu'elle rayonnait de fierté. Ce n'était pas seulement un anniversaire. C'était un tournant. Je savais cependant que ce n'était pas le dernier, car une semaine après cette fête, quelqu'un, probablement un ami commun de Camille, m'a contacté pour me dire « Eh, j'ai entendu dire que l'anniversaire de Margot était incroyable. Je peux voir la vidéo ?» Je l'ai envoyée sans hésitation, sans montage, sans commentaire, juste la vérité brute. 4 jours plus tard, j'ai reçu un message de ma mère. Il était court, 2 phrases, « Nous avons vu la vidéo. Nous ne nous étions pas rendus compte à quel point nous l'avions blessé, et à quel point nous t'avions blessé. » Je n'ai pas répondu. Le soir même, Camille m'a envoyé un SMS. Pas dans le groupe de discussion. Sans sarcasme ni condescendance. Je ne sais pas comment on en est arrivé là, Julien. Mais je le vois maintenant. Je comprends. Je n'ai pas répondu à cela non plus. Ce n'était pas par méchanceté. C'était juste que pour moi, c'était terminé. La porte n'était plus ouverte. Et c'est alors que la dernière pièce du puzzle s'est mise en place. La partie que je n'avais même pas envisagée comme une vengeance au départ, mais qui a fini par les toucher plus durement que tout le reste. Mon grand-père, le père de mon père, était décédé 3 ans plus tôt. C'était un homme de l'ancienne école, distant sur le plan émotionnel, mais d'une lucidité implacable et d'une justice absolue. Il avait laissé derrière lui un patrimoine modeste partagé équitablement entre mon père et mon oncle. Mais ce que la plupart des gens ignoraient, c'était qu'il avait également créé un fonds fiduciaire distinct, plus petit, uniquement destiné à ses arrière-petits-enfants. Il était obsédé par l'idée de transmission familiale. Et pour des raisons que je n'ai jamais totalement comprises, il m'avait nommé gestionnaire de ce fonds dès la naissance de Margot. Ce n'était pas une somme astronomique, environ 80 000 € au total, à répartir entre les arrière-petits-enfants.
La condition était que cet argent soit utilisé uniquement pour l'éducation, les besoins médicaux ou pour soutenir un enfant lors d'une crise familiale majeure. À l'époque, cela semblait plus symbolique qu'autre chose. Mon grand-père n'était pas sentimental, mais il s'était toujours méfié de la façon dont mon père me traitait. Il m'avait un jour pris à part lors d'un repas de famille, l'haleine parfumée au cognac, la voix rauque, pour me dire « Ne laisse pas ton père rabaisser ton gosse comme il t'a rabaissé toi. Protège-la. » Je n'ai jamais oublié cela. Quand j'ai reçu les documents du fonds, je les ai classés et je n'y ai plus pensé. Mais après que la vidéo d'anniversaire eut fait son chemin discret, quelque chose a changé. Camille m'a contacté officiellement par l'intermédiaire d'un avocat. Il s'agissait de son fils, Gabriel. Il avait 9 ans et venait de recevoir un diagnostic de trouble de l'apprentissage. Il devait l'inscrire dans une école spécialisée. C'était extrêmement coûteux et la sécurité sociale ou les mutuelles ne couvraient pas les frais. La lettre de l'avocat affirmait qu'elle venait d'apprendre l'existence du fonds destiné aux arrière-petits-enfants et demandait une répartition équitable. Elle ne se contentait pas de demander, elle l'exigeait. Son avocat faisait référence aux conditions du fonds, des conditions que je connaissais sur le bout des doigts. Ce qu'il ne réalisait pas, c'est qu'en tant que gestionnaire, j'avais un pouvoir discrétionnaire total. Et c'était là le mot-clé. J'ai répondu officiellement par l'intermédiaire de mon propre avocat. Nous avons accusé réception de la demande. Nous avons fait référence aux conditions du fonds et nous avons inclus des pièces justificatives, email, SMS, et même des captures d'écran démontrant une absence répétée, un désintérêt manifeste et un manque d'implication dans la vie de Margot. Nous avons souligné la condition très claire selon laquelle un soutien serait accordé aux enfants en cas de crise familiale, et que ce soutien serait évalué au regard des relations de chaque famille avec le gestionnaire et des valeurs morales du grand-père. Puis nous avons conclu ainsi, après examen, le gestionnaire a déterminé qu'à l'heure actuelle, les fonds de réserve resteront alloués exclusivement à Margot, dont les besoins et la situation familiale font actuellement l'objet d'un suivi et d'un investissement constant. Aucune réévaluation future n'est garantie. Les conséquences ont été immédiates. Il y a d'abord eu l'appel de mon père, non pas en colère, mais paniqué. « Tu ne peux pas faire ça », a-t-il dit. Gabriel est en difficulté. Il a besoin de cette école. Il le mérite. J'ai répondu, mais il ne s'agit pas de lui. Il s'agit de la façon dont vous nous avez traités. Ce n'est pas juste, Julien. Nous avons fait des erreurs, mais cela ne signifie pas que les enfants doivent en payer le prix. Non, ai-je répliqué, cela signifie que vous devez assumer les conséquences de vos choix. Il a essayé de nouveau, a supplié, a même proposé de s'excuser par écrit si cela pouvait me faire changer d'avis, mais il ne s'agissait plus d'excuses. Il s'agissait de responsabilité. Le lendemain, Camille a appelé. Elle n'a pas crié. Elle n'a pas supplié. Elle a pleuré. Et cela a failli me briser, car malgré tous ses défauts, elle restait ma sœur. Et je crois qu'une partie d'elle m'aimait bien, et aimait peut-être même Margot. Mais l'amour sans effort n'est qu'une façade. Et je n'allais pas laisser ma fille grandir entourée de personnes qui ne se manifestaient que lorsqu'elles avaient besoin de quelque chose. J'aurais aimé que ce soit différent, lui ai-je dit. Vraiment. Mais tu m'as montré à quoi ressemble ta définition de la famille. Et je suis en train d'en construire une bien meilleure. Je l'ai entendu chuchoter quelque chose avant de raccrocher, je suppose que je sais enfin ce que tu as ressenti. Et c'était peut-être vrai. Peut-être que pour la première fois, il comprenait. Les semaines qui ont suivi ont été calmes de nouveau. J'ai eu des échos par des proches communs. Ma mère était effondrée. Mon père était plein de honte. Camille racontait à qui voulait l'entendre que j'étais devenu froid, que j'avais changé. Et il n'avait pas tort. J'avais changé, parce que j'avais passé des années à croire que la famille signifiait la loyauté aveugle, le pardon inconditionnel, l'endurance. Mais maintenant, je savais ce qu'il en était. La famille, c'est la présence. C'est le choix. Et quand les gens vous montrent qu'ils se choisissent eux-mêmes encore et encore, il faut les croire. Ce printemps-là, l'enseignante de maternelle de Margot m'a pris à part après une réunion de parents d'élèves. Elle est si confiante, m'a-t-elle dit, si gentille. Elle se porte toujours volontaire pour aider les plus petits, et elle parle de vous et de votre épouse tout le temps. Elle se sait aimer. J'ai souri. Merci. C'est tout ce que nous voulons. Et c'était vrai. Pas de vengeance,
pas d'histoire de transmission, juste de l'amour, juste de la présence, juste le fait d'être là. Et c'était cela, plus que tout, qui faisait la différence. En fin de compte, ce n'était pas une question de fonds financiers. Ce n'était pas une question de week-end au spa, de sachets surprise ou de messages vocaux en larmes. Il s'agissait de tracer une ligne et de ne plus jamais laisser personne la franchir. Le dernier message que j'ai reçu de mon père est arrivé quelques mois plus tard. C'était juste une phrase, « J'espère qu'un jour, tu nous laisseras essayer à nouveau. » Je n'ai jamais répondu, parce que je n'en avais pas besoin. Ma fille était entourée de personnes qui la choisissaient chaque jour. Notre foyer était rempli de rire, pas d'excuses. Et je n'attendais plus qu'une famille veuille bien se manifester. J'en avais déjà construit une solide à partir de rien, et elle était bien plus forte que tout ce que nous avions laissé derrière nous.